Bonjour et bienvenue dans une nouvelle insaisissable review. On termine la bataille de la plaine d'Onakage pour ensuite embrayer directement sur une autre bataille dite de Kotesashi. Pas de répit donc, autant pour les armées Hojo que pour le lecteur, ça va barder. La fin du tome 9, ou du chapitre 79, nous avait laissé avec un sacré suspense quand Kojiro prit la suite de Tokiyuki face au puissant Shibukawa. Vu sa défaite éclair contre ce dernier un peu plus tôt, je me suis vraiment demandé comment Kojiro allait procéder, car il avait l'air très confiant malgré son précédent échec. Et c'est la première joute de ce combat qui nous en donnera la réponse, car cette fois-ci, Kojiro arrive à parer les coups de son adversaire, même si cela semble lui demander tout de même un sacré effort. Face à l'étonnement de Shibukawa et au résultat de ce premier affrontement, Magojiro comprend d'un coup ce qui vient de se passer. Kojiro n'est pas forcément plus fort, c'est Shibukawa qui s'est épuisé après son intense duel contre les générales Uno, puis face à Tokiyuki qui n'a fait que le balader pendant un bon moment. Kojiro fut aussi de la tactique en restant derrière Shibukawa, le menaçant sans attaquer, ce qui faut fort usant pour le général des Ashikaga. Cette tactique d'usure se révèle être au départ une idée de Yorishige, comme le montre le flashback en début de tome. Le prêtre de Suba, bon pédagogue, préfère conseiller Kojiro plutôt que de le gronder comme l'a fait le général Nezu. Une approche plus efficace car elle donnera à Kojiro une tactique pour venir à bout du puissant général des armées Ashikaga. Pour l'instant, ce plan semble d'ailleurs fonctionner, car Kojiro tient mieux face à Shibukawa, qui finit même par ne pouvoir que se défendre face aux assauts enragés de son adversaire. Cependant, le général Ashikaga a alors droit à son flashback bien shonen, où l'on voit qu'une fois encore que c'est Tadayoshi Ashikaga, le frère de Takoji donc, qui a recruté et donné confiance à Shibukawa. Cela booste alors Shibukawa, qui trouve ainsi l'énergie pour passer à l'offensive et donner un puissant coup de pied en plein visage de Kojiro, qui fut incapable d'éviter cette attaque. Shibukawa enchaîne avec un deuxième coup qui entaille sévèrement le bras de Kojiro. Si l'utilisation du flashback pour motiver Shibukawa est un peu un gros classique du shonen, cela permet au moins d'équilibrer à nouveau le combat, et de plus, le manga est assez éloigné des clichés habituels, donc personnellement je pardonne aisément ce recours à cette mise en scène déjà trop vue. Pour en revenir au coup, cette blessure au bras ne semble pas trop déconcerter Kojiro, qui se bande vite le bras et montre ensuite autant d'excitation devant ce puissant adversaire que Tokiyuki quand il s'agit de fuir dangereusement. C'est donc plutôt amusant de voir que Kojiro peut lui aussi se réjouir autant, lui qui garde la tête froide la plupart du temps. Donc ça fait un peu aussi un petit point commun entre les deux amis. Si le combat s'équilibre et que les deux adversaires semblent à égalité, Yusei Matsui utilise à nouveau le flashback shonen pour Kojiro cette fois-ci. Cependant, tout comme pour Shibukawa, il est intéressant car il approfondit le personnage dont on connaît peu le passé. On lit alors que Kojiro a tout de même appris à tuer à l'âge de 7 ans et qu'il n'a pas connu ses parents. Il a vraiment une enfance très dure, contrairement à Tokiyuki, qui lui était privilégié avant l'effondrement du clan Hojo. Cependant, ce dur entraînement se révèle très utile pour combattre Shibukawa, mais surtout pour protéger son seigneur ami Tokiyuki, avec qui il s'est trouvé un véritable foyer, accompagné des autres insaisissables. Si cela ravit déjà beaucoup Kojiro, les encouragements soudains de Tokiyuki finissent de lui donner une motivation inépuisable face à la puissance de son adversaire. Mais cela ne semble pas encore suffisant, car déjà Shibukawa réitère sa puissante technique, qui a déjà blessé Kojiro, qui valse alors dans les airs sous la puissance du coup du général Ashikaga. Contre toute attente, Kojiro arrive à parer le dernier coup de la technique de son adversaire et retourne même sa puissance contre lui en utilisant cette dernière pour avoir assez d'énergie pour effectuer une rotation tellement rapide que Shibukawa ne peut éviter la contre-attaque. Il se prend alors un très sérieux coup de sabre qui l'entaille mortellement. Cet enchaînement est vraiment bien mis en scène par Yusei Matsui, avec un coup final assez épique, une punchline efficace et une retranscription parfaite de la puissance du coup de Kojiro, qui en casse même son sabre. Shibukawa, en guerrier honorable, reconnaît alors sa défaite et offre sa tête à Kojiro, mais ce dernier refuse, la victoire lui suffisant amplement. C'est un bel exemple, je trouve, d'honneur et de respect entre combattants.
Shibukawa ne considère plus Kojiro comme un gamin, insignifiant, mais comme un véritable combattant, digne de son respect, et malgré qu'il soit le général ennemi, on peut qu'avoir du respect, nous lecteurs, pour Shibukawa. Ce dernier se permet même de donner un conseil à Tokiyuki, plutôt lucide je trouve. Yusei Matsui lui offre alors ensuite une case aussi belle que triste et honorable quand il meurt. C'est vraiment une superbe fin de combat que j'ai beaucoup appréciée. Concernant les autres combats, ils ont un peu la même structure, mais sont un peu plus brefs, montrant bien que Shibukawa était le boss de fin de cette bataille. Cependant, cela n'enlève rien à l'exploit qu'accomplit par exemple Ayako, qui, en attaquant toujours de manière imprévisible, résiste à Ishido. Elle arrive cependant à prendre le dessus quand des soldats Hojo visent le cheval d'Ishido, qui se cabre alors. Ayako en profite pour sauter vers son adversaire, l'attraper à la ceinture à l'arrière et le retourner pour l'éjecter de son cheval, puis lourdement tomber à terre. Ah, c'est vrai, une véritable prise de catch quoi. On voit ça souvent dans le catch justement, et c'est plutôt impressionnant. Ayako et ses soldats l'immobilisent ensuite au sol, alors qu'Ayako menace Ishido de son sabre, le sommant de se rendre. Mais par loyauté envers Tadayoshi Ashikaga, il préféra se suicider avec la lame d'Ayako. Avant sa mort, Ishido a lui droit aussi à son petit flashback, où on apprend l'origine de sa vénération pour son idole, qu'il appelle Tsuruko. Il a surpris en fait Shizuku à exécuter une danse qui déployait l'énergie divine qu'elle possède. C'est donc assez surprenant de voir qu'indirectement, la force d'Ishido vient d'une rencontre furtive avec Shizuku. Concernant le dernier combat en cours, on reste dans la famille Mochizuki avec le général du même nom, toujours aux prises avec Iwamatsu et son énorme épée qu'il utilise efficacement en explosant son fourreau avec cette dernière. Cela fait une sorte d'explosion en fragmentation qui repousse les femmes de Shinano qui l'attaquaient. Cela permet aussi à Iwamatsu de passer à l'attaque et de vouloir tuer toutes les filles de Shinano, mais Fubuki s'interposa au dernier moment. Cela n'arrêta pas Iwamatsu, qui donne un puissant coup d'épée, qui cependant fut paré par Fubuki, au grand étonnement d'Iwamatsu. Le jeune stratège des Hojo explique alors qu'il s'est inspiré du général Mochizuki et de son style bordélique, ainsi que de sa capacité à utiliser comme arme tout et n'importe quoi. Fubuki en a donc conclu qu'un casque samouraï et 2 sabres seraient suffisants pour arrêter le coup d'Iwamatsu, ce qui permet ensuite à Mochizuki d'attaquer par derrière et de transpercer Iwamatsu par 2 fois. Encore une fois, on voit que Fubuki est un bon stratège, il a bien observé le général Mochizuki, et il a encore trouvé une technique assez impressionnante. Une fois de plus, on voit que ses compétences de stratège sont vraiment importantes pour le soldat Hojo. Cela dit, malgré le comportement assez odieux d'Iwamatsu, Mochizuki reconnaît tout de même sa valeur en tant que guerrier, et ça c'est très honorable de la part du général des Hojo. Parce que ça doit être un sale type, faut avouer qu'il était quand même puissant, parce que le général Mochizuki, c'est pas n'importe qui non plus. Les 3 généraux des Ashikaga vaincus, il ne reste plus que Magojiro, toujours en retrait. Mais pendant les duels, le jeune garçon organisa une embuscade en attaquant sur les flancs du gros de l'armée Hojo, pendant que tout le monde était concentré sur le duel entre Kojiro et Shibukawa. Ensuite, le stratège voulait profiter de la confusion pour tuer d'une flèche Kojiro et Tokiyuki, et ce, même si cela va à l'encontre de l'éthique de Shibukawa. Magojiro était même prêt à offrir son bras à son général si au final Tokiyuki était vaincu. On voit que le jeune garçon est donc prêt à tout pour la victoire, c'est assez impressionnant. Cependant, si l'armée Hojo est surprise par cette embuscade, Kojiro lui arrive à vaincre Shibukawa avant que Magojiro puisse le tuer d'une flèche. De plus, quand le jeune stratège veut organiser une offensive pour aller secourir son général mourant, Oshina et Shinomiya débarquent derrière Magojiro et le mettent rapidement en déroute. On apprend ensuite de Yorishiie que lui et Magojiro ont eu la même idée d'envoyer des soldats en embuscade, mais à la différence de Magojiro, Yorishiie l'a fait bien avant et avec bien plus de soldats. La défaite est donc totale pour Magojiro, qui ne veut cependant pas se replier et dans un cri de désespoir ordonne à ses soldats de ne pas fuir et d'aller sauver Shibukawa. Cependant, ses soldats sont plus lucides et forcent Magojiro à se retirer, la bataille étant définitivement perdue. C'était donc intéressant, je trouve, de voir Magojiro plus émotif que d'habitude, car il est un excellent stratège et ne s'encombre pas d'éthique comme Shibukawa. On le voit dans les derniers moments de la bataille qu'il avait tout de même un profond attachement pour son général,
tout comme pour les autres membres de la garde de l'auvent du Kanto. Yusei Matsui a donc bien réussi à illustrer tout le désespoir de Magojiro face à la mort de ses compagnons, et malgré ce drame, j'ai beaucoup apprécié ce passage qui rend Magojiro plus humain qu'à l'accoutumée. En résumé, cette bataille d'Onakage fut assez épique, se passant rapidement sur 3 fronts contre 3 adversaires redoutables et au caractère et à la technique différentes. L'armée Hojo l'emporta finalement grâce à la brillante stratégie de Orishige, mais aussi grâce aux compétences de ses subordonnés. Chacun avait un rôle bien précis à remplir et il l'a fait avec brio, malgré les manigances très habiles de Magojiro, qui lui aussi a bien manipulé ses camarades pour donner l'avantage à son camp. C'était d'ailleurs intéressant de voir aussi les stratégies adverses. Il n'y avait pas que de la bagarre, mais aussi beaucoup de stratégie, et près de la fin de la bataille, on se retrouve à nouveau avec des offensives, des contre-offensives et des embuscades, sans pour autant avoir une sensation de redondance d'avec les précédentes batailles, et notamment celle qui a conduit à la mort du Liga Kiyohara, qui s'est passée donc en Shinano. Il y a un bon focus sur les adversaires, et leur mort est toujours bien mise en scène, car ils meurent presque en héros, alors que ce sont les ennemis des armées Hojo. Il en est de même pour les alliés, car cette fois-ci, Tokiyuki est plus en retrait. Il participe certes à la première partie du duel contre Shibukawa, mais c'est Kojiro qui a toute la gloire de la victoire, tout comme Ayako et son père, qui s'adaptent parfaitement à leur adversaire. C'était donc une bataille très plaisante à suivre. À peine la bataille de Nakage est terminée, celle de Kotesashi va bientôt commencer, mais avant, Yusei Matsui nous propose une petite pause, car la nouvelle de la rébellion de Tokiyuki, ainsi que sa véritable identité, est arrivée à Kyoto. Bien sûr, cela enrage l'empereur Go-Daigo, qui pensait avoir éradiqué tout le clan Hojo, et surtout la branche principale, parce que, comme le disait un peu plus tôt Satamune, si c'était Hojo mineur, qui vient d'une branche tout à fait éloignée de la branche principale, c'est pas des gens qui pourraient avoir une grande influence et une grande importance. Mais non, là, c'est quand même le fils du dernier régent du shogunat de Kamakura, qui est en vie, donc c'est vraiment l'héritier direct du shogunat de Kamakura, qui est toujours en vie, donc forcément, ça met un gros coup à la restauration de l'empereur, donc c'est pour ça qu'il est autant vénère. Malheureusement pour lui, et en plus de Tokiyuki, on voit que Yasuhie est aussi encore en vie, et l'empereur apprend que c'est ce dernier qui a organisé la tentative d'assassinat contre lui et Takoji. Double Hojo quand même, de la branche principale, ça le fait mal pour l'empereur. Ce qui est vraiment intéressant dans ce passage à Kyoto, c'est d'abord le superbe portrait de Tokiyuki que dessine Sasaki Doyo. C'est donc le stratège de Takoji, qui a la face toujours sombre, c'est toujours très drôle. Alors, il faut dire que c'est une vraie œuvre d'art, on reconnaît Tokiyuki tout de suite, vraiment magnifique. J'aime bien ce genre de petit humour, tu sais, c'est un peu subtil parce que bon, forcément c'est très mal dessiné, mais en même temps, on reconnaît un peu Tokiyuki, il est dessiné de manière vraiment diabolique, parce que pour le camp Ashikaga, forcément c'est l'ennemi, donc voilà, j'aime bien cette petite représentation, c'est assez rigolo, et en même temps, la scène en elle-même n'est pas drôle, donc beau placement de petit humour comme ça fait toujours plaisir. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction de Kusunoki, donc ça c'est aussi le stratège de l'empereur, car il s'en amuse beaucoup, en plus, du fait qu'il aurait pu être le vassal de Tokiyuki sans le coup d'état de l'empereur Go-Daigo. C'est vraiment un personnage singulier dans le clan de l'empereur. Parce que lui, ça le vénère pas du tout, quoi. Ça le fait plus rigoler qu'il s'est fait un peu, entre guillemets, avoir par Tokiyuki, parce que, bon, il n'a pas vraiment révélé son identité. Mais voilà, donc j'aime bien cette réaction complètement détachée, alors que tout le monde est complètement énervé, voire effrayé, parce que bon, c'est quand même une révolution plutôt légitime. Mais non, lui, ça le fait marrer, quoi. C'est vraiment un personnage à part, je trouve, dans les ennemis, entre guillemets, parce que je suis pas sûr que ce sera vraiment un ennemi Tokiyuki, mais bon, voilà, c'est rigolo. La prochaine réaction à cette révélation sur Tokiyuki, c'est celle de Mima Doyo, donc la fille de Sasaki Doyo, qui a dessiné ce magnifique portrait de Tokiyuki, qui elle avait sympathisé avec Tokiyuki lors de son passage à Kyoto aussi, parce qu'il a rencontré beaucoup de monde. Elle se rend donc compte qu'elle a fréquenté le plus grand ennemi de la faction de l'empereur, et donc d'Ashigaka aussi,
Et elle, par contre, elle prend ça beaucoup moins bien que Tsunoki, car elle ne dégage plus une énergie divine, pure, mais très noircie, avec ensuite un gros plan détaillé sur son visage devenu très menaçant. Encore une fois, c'est une excellente mise en scène de Yusei Matsui, qui découpe très bien ses cases, en plus de dessiner 2 plans différents pour bien détailler tout le ressenti malveillant de Mima face à cette révélation. Dernière réaction, c'est celle de Takoji lui-même, car il reçoit bien évidemment la même information, mais comme on l'avait vu lors de l'arc de Kyoto, le général en chef n'avait aucun souvenir de Tokioki, mais maintenant qu'il menait une révolte contre l'empereur, Takoji se souvint enfin de lui, après une longue réflexion, une fois de plus bien mise en scène, car on voit qu'au début, l'image du jeune garçon est floue, mais progressivement, l'image de Tokioki se fait plus claire dans son esprit, et il se remémore ses moments passés avec l'héritier du clan Hojo, et il fait le lien avec le garçon qui avait tenté de l'assassiner. La rébellion de Tokioki doit avoir un retentissement incroyable sur Takoji, pour qu'il se souvienne de lui qui oublie très rapidement ses adversaires, comme il avait révélé à Tokioki quand il essaie de l'assassiner à Kyoto. C'est donc là qu'il décide de partir pour Kamakura, et qu'une nouvelle rencontre entre les deux ennemis devient inévitable et plutôt inquiétante vu la puissance inhumaine de Takoji. En parlant de Kamakura d'ailleurs, Makojiro y est retourné, non sans mal au vu de son état physique un peu délabré, pour transmettre la nouvelle de la défaite de la garde de Levant du Kanto, qui provoque un émoi chez les conseillers de Tadayoshi Ashigaga, alors que ces derniers se contentent d'un laconique « j'ai compris », ce qui déplaît beaucoup à Makojiro, car son supérieur était très lié à ses compagnons morts au combat. Cependant, même s'il ne montre aucune émotion, il tiendra ses engagements concernant la famille de Shibukawa, et il ne se voit pas l'utilité de se répandre en émotion, à la différence de Makojiro. On voit donc là la différence entre les deux stratèges. Cela dit, après cette défaite, Tadayoshi n'attribue plus de trouve à Makojiro, il le transfère chez Uesugi, resté en arrière. Uesugi, lui, qui a décidément une tactique bien différente de ses compagnons, car quand Makojiro le rejoint, on découvre qu'il a fait des expérimentations plutôt inquiétantes. Cependant, cela n'intéresse que peu Makojiro, qui reproche aussi à Uesugi de jouer avec ses Kobe plutôt que de pleurer la mort de ses compagnons. Si au premier abord, Uesugi semble aussi être insensible que Tadayoshi, il n'est plus le cas que lui, et lui explique qu'il ressent lui aussi de la colère et compte bien venger ses camarades avec ses étranges expériences dont on a un bref aperçu qui n'augure rien de bon pour l'armée Hojo. Cela dit, j'apprécie que Uesugi prenne le temps d'expliquer à Makojiro pourquoi il fait ces expériences plutôt que de pleurer ses compagnons. Malgré son air inquiétant, de savant un peu fou, il est plutôt pédagogue avec Makojiro et montre encore le lien qui unit tout de même les membres de la garde de Levant du Kanto, contrairement à ce que Yorishige disait un peu plus tôt. Après cet intermède, l'histoire reprend véritablement et la bataille suivante peut commencer. Cette bataille se passe donc dans la plaine de Kotesashi, qui se trouve actuellement près de Saitama, au nord-ouest de Tokyo. Cette plaine au sortir des montagnes séparant la province de Shinano et Kamakura constitue un endroit parfait pour y déployer une large armée, et on voit que le général Nezu en est bien conscient. L'endroit est cependant symbolique pour Yasue, l'oncle de Tokiyuki, car il révèle que c'est ici que Nitta Yoshisada l'a vaincu en 1333, ouvrant ainsi aux forces Ashigaga la voie vers Kamakura. C'est d'ailleurs une véritable bataille qui s'est produite en 1333, opposant bien sûr Nitta Yoshisada pour l'empereur. Par contre, Yasue, j'ai pas retrouvé de traces de lui dans la bataille. C'était quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui c'est. Mais ça a bien opposé les forces du shogunat aux forces de l'empereur, et on sait donc que c'est les forces de l'empereur qui ont gagné, et donc ils ont pu foncer vers Kamakura. Par contre, dans cette case un peu flashback de Yasue, je suis très amusé par la petite blague de Yusei Matsui, qui dessine le point d'interrogation caractéristique de Nitta Yoshisada, avec des soldats Hojo qu'il fait valser. C'est plutôt inventif et plutôt discret, parce que première lecture en ligne, parce que non, je lis ça en ligne d'abord, puis j'achète Eto, je n'avais pas capté cette petite blague, et c'est quand je lis les tomes reliés, en cherchant justement les points d'interrogation de Nitta Yoshisada, parce que Yusei Matsui aime bien faire des running gags sur plusieurs personnages, et avec Nitta Yoshisada, c'est le point d'interrogation.
Mais je le trouvais pas, donc je me dis, tiens, c'est bizarre, il l'a pas mis. Et non, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, il avait fait ce point d'interrogation. Il avait fait ce point d'interrogation avec 2 soldats Ojo qu'il a fait valser. Là, c'était plutôt discret et plutôt bien pensé. J'aime beaucoup. Cela dit, Yasue apprécie l'ironie d'arpenter à nouveau cette route, mais en tant qu'attaquant cette fois-ci. Et on peut donc bien comprendre la joie de Yasue de fouler à nouveau la terre de sa défaite pour potentiellement laver cet affront. Mais une fois arrivé face aux armées du Uesugi, les forces Hojo sont surpris que leur ennemi commence aussitôt la bataille pour s'engager dans une bataille rangée des plus violentes. Heureusement, Urishige ne perd pas son sang-froid et dispose très rapidement ses généraux pour contrer cette attaque fulgurante. Il décide aussi de laisser Tokiyuki arpenter le champ de bataille pour encourager les troupes malgré qu'il préférait que son jeune protégé reste en arrière. Tokiyuki fonce alors dans la foule de soldats, protégé par ses insaisissables, mais aussi par l'infatigable Oshina et la faction de Kamakura qui dépend directement de Tokiyuki. Mais alors que l'héritier Hojo encourage comme il peut ses soldats, le plus étrange membre de la garde levant du Kanto déboule devant lui et ses gardes du corps sans pour autant l'attaquer personnellement. Car avec l'étrange Imagawa, Yusei Matsui va partir très loin dans son délire, et si je suis en général amusé par ses délires, celui-ci ira un peu trop loin pour moi. Cependant, pour l'instant, Imagawa fait juste un carnage sur le champ de bataille, avec son cheval frénétique et imprévisible, mais cela donne l'occasion à Tokiyuki de rencontrer Uesugi, mais aussi Makojiro, qui se présente formellement et jure de venger ses camarades tombés à la bataille d'Onakage. Après ces présentations, Uesugi envoie son armée de combattants zombies, parce que oui, c'est le résultat de ces expérimentations qu'on a vu un peu plus tôt, et c'est Fubuki qui prend l'initiative de les combattre, mais il est vite surpris par leur manière imprévisible de combattre, sans avoir vraiment l'intention de combattre. On voit que c'est des coquilles vides qui réagissent juste parce que les expérimentations de Uesugi, et donc ça donne un résultat très bizarre. Et ça lui rappelle l'un des hommes de Shokan, du temps où il les combattait à la frontière nord de Shinano. C'est là que Uesugi révèle que ce bandit s'est échappé de l'école Ashigaga, un centre de formation militaire dirigé par Uesugi lui-même. Cette information semble alors étrangement perturber Fubuki, mais on n'a pas le temps de se poser plus de questions, car déjà Imagawa revient à la charge. Il passe alors très près de Kojiro, avec une puissance surprenante qui inquiète beaucoup Oshina. Il leur donne alors la retraite, malgré les protestations de Kojiro. Le jeune sabreur finit par accepter quand il voit à nouveau la furie d'Imagawa. Une furie qui finit par terroriser les soldats Hojo, qui ne savent jamais quand Imagawa va frapper. Cette folie furieuse est encore une fois bien illustrée par Yusei Matsui, car il dessine le cheval d'Imagawa avec d'imposantes veines qui ressortent beaucoup, ainsi qu'un visage complètement fou, car ses yeux sont dépourvus de pupilles. Les lignes de vitesse nombreuses aident bien à comprendre la rapidité et la puissance de ce cheval possédé. Cependant, le général Uno préconise de viser tout de même ce cheval, car malgré sa transe impressionnante, ça reste un animal fait de chair et de sang, et Uno pense que cette monture est unique. S'en débarrasser réduira donc fortement la puissance d'Imagawa. Les soldats Hojo s'appliquent donc à viser ce cheval fou, et effectivement, après nombre de flèches reçues, Imagawa doit ralentir sa monture, et les soldats Hojo se réjouissent déjà d'avoir ce danger en moins dans la bataille. Mais c'est alors que Yusei Matsui se prend un bon délire, car avec son cheval mourant, il ne peut plus faire grand chose, mais il voit une sorte de panneau s'élever au-dessus des soldats, et il s'y rend pour s'arrêter dans une sorte d'écurie de Formule 1, car à peine y rentre-t-il qu'on le soulève pour le changer de cheval, lui resserrer les serre-bras, et en 15 secondes chrono, il est ressorti pour nous faire un carnage sur le champ de bataille. Donc lui, il s'est pris sur le Grand Prix de... je sais pas, n'importe quel Grand Prix, et hop, il est arrivé au pit stop, pouf pouf pouf, on lui change les pneus, et puis c'est parti quoi. C'est assez rigolo. D'ailleurs, après 86 chapitres, où on est actuellement, j'ai maintenant l'habitude des petits délires de Yusei Matsui, mais là, je dois admettre que je m'attendais pas à ce qu'il arrive à recréer un stand de Formule 1 médiéval, assez cohérent en plus. C'est vraiment bluffant. Yusei Matsui n'est décidément jamais à court d'idées loufoques pour surprendre le lecteur, et même si ce n'est pas tout à fait mon truc, ce genre de délire, je dois admettre que c'est inventif et bien pensé pour que ça ne jure pas trop dans l'époque historique. À l'arrière de la bataille, dans le clan Hojo,
Tokiyuki s'inquiète de voir Fubuki aussi perturbé depuis leur rencontre avec Uesugi. Gemba révèle alors qu'il est ainsi depuis qu'il a entendu les mots école Ashigaga, et ce n'est pas la première fois. Gemba révèle encore du coup qu'il a encore des doutes sur la loyauté de Fubuki, malgré la protestation de Tokiyuki, mais le saboteur masqué enfonce le clou quand il révèle que seul Fubuki a reconnu Takoji à Kyoto, à l'exception bien sûr de Tokiyuki, alors qu'il n'était pas censé l'avoir déjà rencontré. Devant ces accusations, Fubuki révèle alors qu'il est issu d'un clan vassal des Ashigaga et que ses compétences lui viennent de cette école, Ashigaga justement, dont avait parlé Uesugi. On a donc enfin un peu de détails sur le passé de Fubuki, qui restait encore un personnage au passé inconnu. Une surprise encore venant de Yusei Matsui, car le stratège des insaisissables se révèle être issu d'un clan ennemi, même si on apprend qu'il a déserté après avoir assassiné son père qui le maltraitait. Et encore, c'est pas n'importe quel clan ennemi, c'est quand même le clan Ashikaga, quoi. Donc c'est le clan le plus ennemi des Hojo quand même. C'est un peu comme la révélation que Tokiyuki est Tokiyuki pour l'empereur, quoi. C'est vraiment le pire truc qui pouvait être révélé. Et du coup, on se demande quelle va être la réaction de Tokiyuki, qui ne porte bien sûr pas le clan Ashigaga dans son cœur, alors que Fubuki lui présente son sabre pour être puni. Yusei Matsui joue avec le suspense en montrant Tokiyuki plutôt dédaigneux et dégainant le sabre de Fubuki. Mais au lieu de le punir, le jeune garçon lance soudainement le sabre dans les airs, puis vient se coller à Fubuki, risquant ainsi de se faire empaler par le sabre qui a vite fait de retomber. Le tout avec l'expression presque classique de Tokiyuki quand il est excité à l'idée de frôler la mort, ce qui rend la scène aussi drôle que dangereuse. Heureusement pour Tokiyuki, Fubuki rattrape le sabre in extremis et sauve la vie de son jeune seigneur, qui lui révèle par cette démonstration qu'il avait encore foi en lui malgré son origine. On voit que Tokiyuki juge ses partisans que par leurs actes et non par leur origine. Il en avait fait de même avec Gemba et il s'est révélé un allié de poids. Donc il en va donc de même pour Fubuki, dont les stratégies ont souvent bien aidé les insaisissables et le clan Hojo. J'apprécie donc cet état d'esprit et renforce la qualité de fédérer des gens de divers horizons autour de lui. Bien sûr, comme ça ne peut pas être trop sérieux avec Yusei Matsui, Tokiyuki finit par un peu trop idéaliser les capacités de Fubuki, ce qui le fait se torturer les méninges pour trouver une stratégie pour contrer Imagawa. Tout ça avec un air encore toujours excité, et ses camarades derrière qui se foutent un peu de sa gueule, quoi. C'est rigolo. D'ailleurs, Gemba comprend bien cet état, car il a déjà eu cette situation lors d'un entraînement où Tokiyuki se demandait si Gemba pouvait voler dans le ciel, tellement il avait l'habitude d'un vrai ninja, quoi. Le tout en le regardant d'un air rêveur et un peu excité comme il sait faire, quoi. Ça montre donc que malgré sa maturité de général Hojo, Tokiyuki a encore des réflexes enfantins et des rêves plutôt exagérés, mais j'apprécie cet ajout car c'est aussi poétique que comique. Et oui, on n'enferme pas Tokiyuki dans un truc trop sérieux de général suprême des armées Hojo, toi, c'est... Bon, il a que 10 ans encore, hein, donc c'est bien de montrer un peu son côté enfantin aussi. Cela dit, cet émerveillement rêveur pousse Fubuki à se surpasser pour trouver une stratégie anti-Imagawa et ne pas décevoir son seigneur qui vient de lui renouveler sa pleine confiance malgré les révélations de ses origines. Du côté du Uesugi, il a l'aimable attention de nous expliquer le concept de ces guerriers zombies et ça confirme qu'il est vraiment un savant génial mais qu'il ne s'encombre clairement pas d'éthique dans le but de déconcerter l'ennemi, et il faut avouer que pour le moment c'est très efficace. Imagawa transperce la ligne Hojo, et les soldats zombies s'engouffrent dans la brèche, provoquant le chaos dans les armées Hojo. Cependant, cela ne semble pas suffisant pour Makojiro, qui même s'il approuve le plan, demande tout de même à Uesugi s'il peut se charger de la disposition des réservistes dans le but secret de profiter du chaos pour faire assassiner Tokiyuki. Uesugi accepte, concédant que Makojiro lui est supérieur en stratégie et en vivacité d'esprit. C'est une information intéressante car ça rend les deux compagnons complémentaires. Uesugi a le savoir nécessaire pour créer des soldats différents, et donc il a des stratégies complètement différentes des samouraïs habituels. D'ailleurs, il le dit un peu plus tôt qu'il ne se considère pas comme un samouraï en fait. Alors que Makojiro a l'esprit vif et stratège pour utiliser le reste des soldats efficacement. Pendant ces manigances, Fubuki pourrait s'écrier Eureka tellement il a une illumination après que Tokiyuki lui ait servi des boulettes de riz, un carburant essentiel pour le stratège des Hojo. Fubuki commence alors à distribuer les rôles pour l'application de sa stratégie, qui pour l'instant est assez mystérieuse, mais il faut faire vite car Imagawa désorganise complètement les armées Hojo,
qui n'ont qu'un court répit quand Imagawa doit changer de cheval et se nourrir du précédent. Encore une fois, là c'est un peu un truc, un délire un peu que je n'apprécie pas, qui me déplaît. Enfin, pas dire que ça me déplaît, mais ça va un peu loin, quoi. Donc, bon, ok, mais heureusement que ça dure pas trop longtemps. Mais en plus, voilà, après avoir que Imagawa se nourrisse de son cheval, il s'ensuit alors un cours sur la viande de cheval qu'Imagawa doit bien connaître, hein, vu qu'il mange que ça. Donc je pense qu'on devient vraiment le personnage le plus étrange du manga, et dont le délire n'est pas vraiment mon truc, comme je le disais. Mais bon, c'est ainsi, et c'est juste un personnage, je supporterai bien ça, le temps qu'il est là. Mais alors que l'amoureux des chevaux termine son repas, il aperçoit au loin un cavalier d'une brillance surprenante qui se trouvait être Tokiyuki, assis vers l'arrière, les longs cheveux détachés et brillants. Il tire ensuite une flèche vers Imagawa, qui le poursuit alors. Et si l'on croirait que Tokiyuki est devenu l'égérie de L'Oréal, car il le vaut bien, c'est en fait le résultat des réflexions de Fubuki. Parcourir le champ de bataille, poursuivi par Imagawa, laissant ainsi du répit aux soldats, mais aussi en leur remontant le moral, car ils voient tous leur brillant général, les encourageant tout en restant devant l'ennemi. Je pense qu'on peut dire là que c'est une brillante stratégie de Fubuki, n'est-ce pas? Ha! On y apprend ensuite la technique de la chevauchée debout, qui permet à un jeune enfant, comme Tokiyuki, de maîtriser parfaitement un cheval normalement destiné à un adulte. Donc une fois encore, en pleine bataille, le professeur Matsui nous fait une leçon, et c'est toujours intéressant, je trouve. La course-poursuite dure encore un moment, et si parfois Imagawa arrive à rattraper Tokiyuki, ce dernier arrive ensuite à reprendre le dessus, ce qui obsède alors Imagawa, qui reste donc concentré sur le jeune garçon. Cependant, Tokiyuki n'est que l'élément visible de la stratégie de Fubuki, car dans l'ombre, Gemba, transformé en soldat Ashigaga, distrait les autres soldats ennemis pour ensuite pouvoir s'adonner à son plus grand talent et à mon avis son plus grand plaisir, le sabotage. Il met ainsi feu aux installations ennemies, dignes d'un circuit de Formule 1, en plus de libérer le cheval qui était destiné à Imagawa, alors que dans le camp Hojo, tout est fait pour faciliter la course de Tokiyuki avec des rampes en bois, qu'il puisse facilement prendre des virages serrés et ainsi ne pas être dépassé par Imagawa. Ils font même mieux pour le changement de cheval, car Tokiyuki lui ne s'arrête pas, il n'y a pas de pit-stop avec Tokiyuki. C'est Ayako qui vient à sa rencontre et Tokiyuki saute sur la nouvelle monture. Là c'est plus qu'un seconde, c'est 2 secondes, hein, donc là je trouve que l'écurie Hojo est un peu meilleure que l'écurie Ashikaga. On a donc là une parfaite réponse du camp Hojo qui réplique à l'organisation style Formule 1 des Ashikaga par la même chose, et on peut vraiment dire que cette bataille ressemble véritablement à un Grand Prix de Formule 1 où il n'y aurait que 2 écuries et que tous les coups sont permis. Du coup on va appeler ça le Grand Prix de Kotesashi. Ça va devenir populaire au Japon, je le sens bien. Cette réponse s'avère en fait donc bien efficace car les soldats Hojo reprennent confiance envers leur général devant le puissant Imagawa. Mais cette exposition à l'ennemi n'échappe pas à l'œil vif de Makojiro, qui voit bien que Tokiyuki se met en danger et qui a une occasion de le tuer. Il ordonne alors aux réservistes de ne viser que Tokiyuki, mais Kojiro, accompagné de soldats Hojo, vient directement contrer cette tactique en attaquant directement les réservistes. Cela n'a pas l'air d'inquiéter Makojiro comme la dernière fois, et on comprend vite pourquoi, car le soldat zombie Nagao Kagetada entre en scène d'une puissante manière, car il manque de peu de tuer Kojiro, qui est envoyé à quelques mètres tout de même. Quant à Tokiyuki, toujours poursuivi par Imagawa, il a soudainement une étrange sensation, comme quand il était poursuivi par Sadamune, et il sent qu'Imagawa va recourir à une technique secrète qui pourrait le mettre en danger. C'est sur son sentiment inquiétant que se termine cette review qui, comme la dernière, fut intense en termes de combat, car à peine la bataille d'Onakage était terminée, celle de Kotesashi s'est déclenchée. On sent vraiment qu'on va bientôt atteindre le climax de la révolution engagée par Tokiyuki et ses forces armées, car si Hojo l'emporte à Kotesashi, Kamakura sera enfin importé, comme c'était le cas pour Ita Yoshisada 2 ans plus tôt. Mais avant d'en arriver là, que conclure de cette review? Tout d'abord, je vais me répéter, mais je suis épaté par le talent de Yusei Matsui, non pas en dessin et en mise en scène, car ça, je le dis à chaque review, ça c'est presque un running gag de ma part, hein, je le dis à chaque fois, mais plutôt dans le fait d'enchaîner les batailles sans qu'on ressente une fatigue des combats. Personnellement, je ne suis pas un fan de bagarre, même si j'aime bien ça de temps en temps, mais
c'est pas le truc principal que j'apprécie. Je préfère largement l'aventure et la découverte, mais malgré ça, Yusei Matsui arrive encore et toujours à me captiver, même avec des batailles successives, car c'est toujours bien pensé, mais aussi original. Il n'y a pas de bataille qui se ressemble, et Yusei Matsui arrive toujours à trouver un déroulé différent et intéressant tout en exploitant toutes les forces en présence. Je pense que je l'ai déjà dit dans la précédente review, mais si Tokiyuki est le héros du manga, il ne fait pas tout seul. C'est pas Tokiyuki centrique, si je peux inventer un mot, quoi. Le récit n'est pas centré uniquement sur lui, il laisse une grande place à d'autres personnages, comme ses camarades insaisissables ou aux simples soldats qui l'accompagnent. Il y a certes un focus sur les personnages principaux, mais les soldats sans nom sont présents comme quand ils forment une rampe pour aider Tokiyuki à prendre des virages serrés, ou encore à aider Ayako à immobiliser Ishida, donc dans la présente bataille de Nakage. Et c'est pareil dans le coin ennemi. On a vraiment deux armées cohérentes qui fonctionnent parfaitement en harmonie entre elles pour prendre le dessus tout en s'adaptant aux mouvements et stratagèmes de l'adversaire. La bataille n'est donc pas simplement une confrontation brutale, mais elle est ponctuée de stratégies diverses qui font vivre, si je puis dire, la bataille et me surprend plus d'une fois. Et c'est jamais la même chose. On a ici deux batailles au Nakage et côté Sashi, et même si, bon, dans le général, c'est quand même une bataille, hein, c'est toujours les mêmes armées qui se tapent, d'ailleurs, Magojiro revient, mais encore une fois, ça change à chaque fois. Il y a peut-être des combats, mais c'est pas les mêmes personnages, bon, forcément. Maintenant, c'est pas le même rythme, c'est pas le même. Enfin, il se passe pas la même chose, quoi. Et ça, franchement, je trouve ça bien parce qu'il arrive à vraiment à chaque fois inventer des trucs. Bon, parfois il part dans des délires un peu loin, comme avec Imagawa, où c'est pas vraiment mon délire. Mais bon, voir des écuries de Formule 1 dans une bataille historique, ça c'est complètement what the fuck. Mais en même temps, ça s'insère bien dedans. Si tu pars forcément un historien extrémiste qui dit oui, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Forcément, ça s'est pas passé comme ça. Parce que déjà, on n'a pas beaucoup de sources, je pense, sur ces batailles. Donc ça laisse un peu de liberté à Yusei Matsui. Mais il faut aussi penser que c'est un manga, un shonen, surtout de Yusei Matsui, qui est quand même aime bien un peu faire des délires un peu partout. Donc voilà, il faut aussi accepter une part de fantaisie, parce que bon, c'est vraiment de la fantaisie là, ces écuries de Formule 1. Mais ça c'est bien, c'est qu'il arrive à faire des trucs modernes avec des trucs anciens. Et donc en bon japonais, entre tradition et modernité, il arrive à faire les deux en même temps, et c'est assez magnifique, quoi. Donc ça, si tu acceptes cette part de fantaisie de Yusei Matsui, franchement, je pense que tu peux apprécier ces batailles qui sont quand même historiques à la base. De plus, il y a une excellente personnification des ennemis, aussi nombreux soient-ils. On a à chaque fois un bon développement, certes rapide, mais suffisant pour comprendre son caractère, ses aspirations et ses raisons de combattre pour les Ashikaga. Donc je trouve ça vraiment sympa, car ça donne une profondeur au manga qui ne serait donc pas qu'à de la bagarre. Et c'est pas non plus trop, hein, il n'y a pas 50 pages sur la vie de Ishido ou de Imegawa, mais c'est rapide, c'est précis, c'est efficace, ça n'alourdit pas le récit. Pourtant, c'est juste des ennemis qu'on va... Bon, par exemple, Ishido, bah, là il est mort, mais du coup, on a eu vite fait... je reviens sur lui parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais on revient vite fait sur son passé. Forcément, toujours l'application de Takahashi Ashikaga, parce que c'est un peu lui à la base de cette guerre de l'Ovent. Mais voilà, c'est précis, c'est efficace. Moi, franchement, j'aime ça. Ça fait plaisir. C'est pas juste des bagarres. Donc, dans des personnages où finalement, on s'en souviendra plus, quoi. Là, je pense que, en tout cas, moi, je me souviendrai de ces personnages parce que ils ont été bien développés. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon point pour Yusei Matsui dans le déroulement de ces batailles. Bien sûr, les alliés de Tokiyuki ne sont pas en reste, hein, parce que on a une sacrée révélation concernant Fubuki quand même, qui m'a plutôt surpris. Ouais, j'avoue que je l'avais pas vu venir celle-là. J'étais content aussi que Tokiyuki lui pardonne son origine ennemie, hein, du coulant Shigaga, car au travers de cette révélation, Tokiyuki est aussi un peu développé. C'est assez efficace, je trouve. On a une révélation sur Fubuki, mais en même temps, ça montre aussi tout l'état d'esprit de Tokiyuki, qui même
si Fubuki finalement vient d'un clan ennemi, et surtout du clan Ashikaga, donc c'est quand même le super ennemi de Tokiyuki, je peux dire. Et il a pesé les actes de Fubuki depuis qu'il l'a rencontré dans le tome 3, je crois. Là on est au tome 9. Et il s'est dit, bah voilà, je fais entièrement confiance à cette personne. Et finalement, il lui a montré que voilà, il lui fait toujours très confiance, contrairement à Gemba qui apparemment a des problèmes de confiance lui. Bah, il y avait une suspicion quand même. C'est vrai que c'est un peu louche et surtout de savoir d'où viennent toutes ces compétences de Fubuki. On sait qu'en fait c'est les Ashigaga qui lui ont transmis. Bon, il y a de quoi avoir des doutes. Mais voilà, j'aime bien ce genre de développement double en fait. Donc Fubuki et Tokiyuki. Donc voilà, je pense que c'est tout. Tout ce que j'avais à dire en tout cas. Pour ces chapitres très belliqueux et très guerriers. Je pense que ça va continuer par la suite. Donc je pense qu'ici on va avoir donc un enchaînement de batailles. Parce qu'à mon avis ça va continuer. Parce que forcément côté Sashi il faut que ça se termine. Et on verra par après. Mais à mon avis ça va continuer les bagarres. Donc si vous n'aimez pas trop les bagarres, c'est vrai que c'est des enchaînements de chapitres qui vont être un peu longs. Mais je pense que bon, il faut quand même se tenir à la réalité historique un peu quand même. Donc voilà, ça va être beaucoup de bagarres, mais je pense que ça va être intéressant quand même. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et à la prochaine. Au revoir.